Thank you. Word of advice, the talk is in French. So if you only understand English, it's time to go somewhere else. Malgré le titre, je m'en suis aperçu en fait tout à l'heure. Donc on va se présenter rapidement. Stéphanie. Oui. Donc Stéphanie Fischer, je suis coach agile et formatrice indépendante. Je travaille avec plusieurs entreprises depuis à peu près 7 ans en tant que coach agile. Avant, j'ai fait de la gestion de projet traditionnelle aussi. Et j'ai un background un peu particulier. Je ne viens pas de la tech, donc il y a pas mal de conférences où je ne comprends rien pendant ces days. Mais je viens plutôt des sciences politiques, de la communication, du marketing, du journalisme aussi. Et je travaille avec des équipes de développement la plupart du temps, mais plutôt sur les aspects humains moins que les aspects machines. Donc tout ce qui touche à la priorisation, la relation entre les gens dans les équipes, l'esprit d'équipe, donc en fin de compte, pas mal l'agilité. Voilà, ça c'est pour moi. Nicolas Thomas, fondateur, j'ai créé ma boîte il y a 2 ans. Dinosaure vétéran de la tech pré-internet et pré-cloud et pré-DevOps. Et pour le reste, on peut en discuter après. Il n'y a pas de grand intérêt sur tout ça pour l'instant. Pourquoi la problématique qu'on a avec et qui a fait qu'on est arrivé à ce talk, c'est vraiment qu'on ressent, surtout quand on vient de la tech, du DevOps, c'est qu'on essaye de le déployer dans les entreprises. Là où ça grince le plus, c'est quand on arrive assez vite, les développeurs, l'Ops, ils comprennent bien, ça les libère souvent un peu, des process un peu lourdingues qui avaient pu leur être imposés. Donc en général, ça va. Il y a du boulot, mais la dynamique est là. C'est quand on commence et on le voit dans plein d'endroits où ça coince, quand on essaye de déployer l'agilité jusqu'au bout de l'organisation, quoi. Où là, des comptables, etc., ça coince un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je ressentais cette problématique, cette friction, ce blocage quand on veut commencer à déployer tout ça. Et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Team Topologies, qui explicite et propose des pistes pour régler ça. Et qui parle beaucoup aux tech, comme moi. Mais surtout, je me suis dit... ça me parle bien, oui, ça me parle à moi parce que ça part de la tech, ça part des architectures. J'étais solution architecte longtemps, mais c'est l'autre côté que je ne comprends pas bien et que je vois juste que ça coince, quoi. Et du coup, j'ai contacté Stéphanie pour qu'elle vienne m'aider à comprendre et qu'on puisse ensemble mieux comprendre ces interactions et mieux essayer de faire quelque chose pour améliorer tout ça. Et donc, c'est pourquoi on a fait Team Mascot. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on est très différents, Nicolas et moi. Lui, il a vraiment l'état d'esprit très tech. Donc, pour lui, quand il lit Team Topologies, il voit une architecture. Et il dit, bah oui, évidemment, c'est comme du code, c'est logique, ça roule. Et moi, alors je vois le côté plus humain, organisation d'équipe, et mon premier réflexe, c'était plutôt de dire, ouais, mais attends, des humains, ça ne s'automatise pas si facilement. C'est un petit peu plus compliqué, et du coup, c'est un peu ça qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui. C'est nos 2 points de vue par rapport à ce bouquin qui nous paraît être plein de bon sens à tous les deux, mais de 2 perspectives finalement très différentes. Pas contradictoires, mais très différentes. Voilà, et donc on va vous parler de pourquoi Team Zasco, donc ça on vient de le faire, pourquoi on ne se comprend pas bien, entre tech non-tech, si on veut bien. Le fait que ça devienne un problème d'utilisateur à un moment donné, les solutions un peu proposées par le livre, donc les Streamline Teams et les relations inter-équipes, et finalement on vous partagera quelques takeaways liés à notre expérience en tant que co-animateur, mais aussi des messages qu'on a envie de vous passer par rapport au livre et aux outils que vous pouvez en tirer. Et surtout, on s'est dit comment est-ce qu'on peut présenter ça à 2, et on s'est dit en mode dialogue, finalement tech, non-tech, c'est peut-être ce qui fera le plus de sens pour vous, plutôt que d'avoir une personne qui raconte et qui vous explique le bouquin, d'autant que le bouquin, vous pouvez le lire par vous-même, c'est vraiment pas l'objectif. Donc on va essayer de vous représenter un petit peu les idées qui nous ont intéressés dans le livre, en mode dialogue tech, non-tech. Et donc, on va démarrer. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pour ceux qui... Je vous laisse le temps de lire la blague, ou ceux qui sont loin. C'est
c'est un dialogue habituel qu'on a tous connu. Hein. On connaît la blague sur les project managers qui pensent que 9 femmes peuvent faire un bébé en un mois. C'est du même niveau. Et ça fait souvent rire les techs de dire je viens, je te balance des ressources et puis ça va aller mieux. Tu vois mais bon, ça fait rire 2 minutes, mais au final, on n'a rien réglé, quoi. Ouais. Et du coup, il voulait quoi, le boss, là, Ouais. à ton avis? Pour moi, le boss, il a un souci à régler, c'est qu'il a un budget pour son projet, il a des gens qui attendent sur lui, il a des reporting à faire en dessus, sur les côtés, de tous les bords. Puis il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il peut annoncer, en fait. Il a besoin de comprendre ça. Et le tech, il lui répond rien, voire il lui répond des réponses de pire en pire. Il lui répond, on va te faire foutre. Hein. Un petit peu, ouais. Pour être clair, hein, ça sera pire encore. Si tu viens m'aider, je te promets pire. Ouais. C'est vrai que quand tu réfléchis, ça ne donne pas très envie, quoi. Non. En même temps, il est venu avec une pseudo-solution, quoi. Il n'y a aucun métier où tu viens en leur disant « c'est ça que tu dois faire ». Mais c'est mon métier, je sais ce que je dois faire, je viens avec un problème, quoi. Pourquoi oui, la tech aurait pu dire ouais, mais c'est quoi ton problème? Ouais. Comment on fait? Parce que peut-être que c'était juste un problème de priorité et puis que ce qu'il voulait vite, ça pouvait se reprioriser dans le planning. Donc, ils ne se parlent plus, quoi. En fin de compte, on ne se comprend pas, en fait, et on finit comme 2 ronds de flanc à la fin de la conversation. Le tech répond un peu n'importe quoi pour qu'on le laisse tranquille, et le manager se retrouve avec aucune information et un gros doute sur est-ce qu'on va réussir à terminer le projet dans les temps, en fin de compte. Exactement. Et en plus, encore pire que ça, c'est pas que dans Team Topologies, c'est la loi de Conway est connue depuis longtemps. Je vous laisse la lire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est 1960, hein, c'est écrit en petit. Donc, tu vois, ça représente bien la loi de Conway, en fait. C'est vieux comme le monde, quoi. C'est ça. Par contre, moi, d'un point de vue architecture, ça m'inquiète parce que le bordel organisationnel, je vois qu'il va se retrouver dans mon architecture, quoi, que je le veuille ou pas. Et je ne veux pas. En deux mots, juste pour expliquer la loi de Conway, donc c'est le postulat que les systèmes qu'on va délivrer vont ressembler à la manière dont on communique dans l'entreprise. Donc potentiellement, si on le fait inconsciemment et qu'on laisse les choses s'organiser d'elles-mêmes, les produits qui en ressortent et les architectures peuvent être potentiellement de mauvaise qualité, on va dire ça comme ça, et assez complexes. Ouais. Et on le connaît bien côté tech, hein, on utilise tous les jours un outil qui a fait très attention à la loi de Conway, qui s'appelle Git, et qui a été créé pour ça. Moi, j'ai connu les contrôleurs de version pré-Git, et l'ami Linus Torvalds a vu que la façon de communiquer de son organisation, il n'y avait pas d'outil qui correspondait, et que ça allait friter, quoi. Ça allait, les deux allaient s'influencer, et qu'il fallait en faire un autre. Et aujourd'hui, on connaît tous Git, mais comme un dieu. Mais tu vois, il y a des endroits où ça marche, quoi. Oui, c'est possible de le faire et techniquement, vous avez des exemples. Mais en réalité, ça ressemble plutôt à ça, les humains, entre eux. Ça s'automatise moins facilement. Oui, c'est bien ça que je ne veux pas dans mon code. Hein. Oui, on n'a pas envie que son code ressemble c'est bien ça que je ne veux pas implémenter dans mon architecture. Oui, c'est pas trop ça qu'on veut voir. Mais en fin de compte, si on n'explicite pas les choses, si on ne prend pas conscience de la complexité des relations humaines dans une organisation, on se retrouve avec potentiellement une solution qui va aussi ressembler à ça. Donc en fin de compte, quand on a des humains qui sont imprévisibles, plein de contradictions, et qu'on veut l'organiser de manière très simple et structurée, c'est peut-être pas si facile, il y a d'autres manières de faire. Et ayant bossé dans des très grosses organisations, j'ai vu ce que j'appelais des joueurs d'organigramme. Souvent, les devs, les archis, ça les saoule, tous ces trucs-là, parce qu'ils ne voient pas directement. Et c'est insidieux, parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas, justement, on ne voit pas en quoi ça va influer sur le reste, quoi. Et on n'a pas l'impression que ça nous concerne. Ouais. Et du coup, on ne s'en occupe pas, mais quelque part, c'est comme un inconscient un peu pénible qui viendrait foutre le bazar dans tout ça, quoi. On peut l'ignorer, mais la com s'occupera de vous, hein, comme on dit. À un moment donné, vous allez le subir. Ça reviendra, mais ça reviendra là, ça reviendra dans mon code. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure,
moi, quand j'ai lu le bouquin, oui, faire une architecture, des API, tout ça, bon, c'est un métier, mais ça fait plus de 20 ans. On commence à savoir à peu près comment ça marche, quoi. Mais l'influence du reste autour, dont on essaye de ne pas trop s'occuper, un peu moins. Et comment je peux faire, et c'est ce qui est appelé la manœuvre inversée de la loi de Conway, c'est-à-dire je sais ce que je veux comme architecture. On peut la justifier, on sait pourquoi on fait une architecture comme ça, des communications, etc. Comment je fais pour que ça soit la com qui s'aligne, quoi. Oui, pour qu'on travaille plus sur l'orga, finalement, pour que le système, à la fin, soit aussi cohérent. Ouais. Parce que sinon, oui, on ne se comprend pas, mais comment on peut aller vers les gens qui connaissent mieux l'organisation, etc., qui n'ont pas forcément cette vision technique et architecturale, pour leur expliquer que ça va avoir une influence sur le produit, sur le client, et qu'il faut qu'on arrive à régler ça ensemble, quoi. Ouais, et puis finalement, ce qui est difficile peut-être, parce qu'on sait qu'on s'adresse à beaucoup de profils techniques ici, c'est de se dire, mais ok, si pour moi en tant que tech c'est du bon sens, comment je fais pour amener l'idée dans le reste de l'organisation des gens qui ne parlent pas la même langue, en guillemets, et qui ne voient pas forcément les choses de manière aussi évidente. Et en fin de compte, on dit la même chose. On regarde d'un point de vue différent, mais on dit la même chose. Donc, essayer malgré tout de se rencontrer, c'est un peu ce qu'on a fait avec Nicolas, hein. On a un peu galéré, hein, pour être honnête, pour essayer de se comprendre malgré tout, même si on ne part pas du même endroit, on visionne les choses différemment, mais en fin de compte, l'output elle-même, l'outcome elle-même, et on a envie d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire que ce ne soit pas l'utilisateur qui subisse, en fin de compte, les résultats de l'organisation. Donc c'est très bien de faire de l'architecture propre et cohérente et moderne et tout ça. C'est très bien d'avoir une orga toute avec un super framework X, Y ou Z. Mais en fin de compte, il faut connecter les deux pour que ce ne soit pas l'utilisateur qui en pâtisse à la fin. Tu avais 2-3 exemples sur l'utilisateur. Oui, je pense que tout le monde connaît on a mis les 12 travaux d'Astérix pour ceux qui connaissent. On se fait balader par une administration de service en service et puis on voit bien qu'ils ne se parlent pas entre services, voire même on sent qu'ils se détestent, quoi. Et que c'est nous, utilisateurs, sans savoir, hein, parce que nous on utilise un produit, donc on ne voit pas du tout l'organisation, on n'a pas la carte, on n'est pas employé, on ne sait pas que tel service c'est tel truc, mais on le devine, quoi. Ouais. Et on doit le deviner dans le produit, c'est moche. Oui, il ne faudrait pas que ce soit à l'utilisateur de décoder notre organisation. En fin de compte, il n'en a rien à faire. Enfin, ça ne devrait pas être son problème. C'est surtout ça. Ça ne devrait surtout pas être son problème. Donc, c'est à nous de l'organiser de manière consciente et claire pour que l'utilisateur ne se retrouve pas à devoir dépatouiller. Ok, alors je dois appeler quel service pour comprendre quoi. Je dois remplir 4 fois le même formulaire en disant 4 fois la même chose parce que les gens ne communiquent pas entre eux. Ça marche aussi pour les déménagements, les hotlines, enfin, vous connaissez, vous avez sûrement déjà vécu. Ouais. Mais ça me parle bien, parce que je pense que là, on a un vrai point d'accord, de vision. On veut ça. Les gens du process et du métier aussi veulent ça. On veut tous la même chose, ouais. Et c'est en partie décrit, en fait, dans ce qui m'a plu aussi côté Team Topologies, c'est de faire des définitions d'équipe et de raisonner l'organisation en termes d'équipe et pas juste comme on avait dans l'organigramme avant, le truc qui nous saoule un peu de la matrice. Un tel est copain avec l'autre et puis l'autre il se déteste et machin. Ouais, mais c'est l'équipe métier qui m'intéresse, moi. C'est ça qui va faire que oui, il y a les individualités, mais cette équipe-là qui va bosser avec nous pour faire le produit, c'est eux qui m'intéressent. Ouais. Et puis, c'est l'idée de cette Streamline Team, c'est l'équipe agile pour ceux qui connaissent un peu plus l'agilité. C'est ça, hein, c'est une équipe qui est connectée à ses utilisateurs en direct et qui est la plus autonome possible, qui a toutes les compétences, qui a le moins de dépendance possible avec les autres, puis qui est capable de délivrer de la valeur directement. Oui, et puis c'est celle-là. C'est là qu'on se retrouve, en fait. Ouais. Je pense que c'est celle-là qui est la plus intéressante, en fait, dans les concepts, parce que les autres, c'est quasiment les communications entre équipes de dev et ops, et il y a du boulot, hein, bosser dessus. Mais c'est moins critique, c'est moins problématique, compliqué de ce côté-là.
Et il y avait des trucs sur la définition d'une équipe qui étaient intéressants aussi. Oui, il ne faut pas qu'on oublie de dire ça. Il y a la charge mentale, charge cognitive, je crois qu'il utilise plutôt ce terme-là dans le livre. Des équipes, je trouve super intéressant en fait dans les orgas. On se retrouve avec 150 devs à organiser en équipe et on se dit ok, on va chercher à faire une organisation peut-être produit déjà pour avoir des équipes streamline justement. Mais il y a un aspect supplémentaire que je trouve intéressant, c'est la charge cognitive de l'équipe. On va lui donner une multitude de produits peut-être, c'est très possible d'avoir une équipe agile qui a plusieurs produits, mais est-ce qu'on lui donne que des produits ultra complexes qui ont plein de dépendances avec plein de services? Est-ce qu'on lui donne peut-être 2 complexes et plus des petits avec? Enfin, le fait de se poser la question de comment répartir la charge cognitive globale, je pense que c'est un aspect super intéressant dans le bouquin. Et puis il y avait aussi l'aspect de la taille de l'équipe, que je trouve intéressant aussi de se dire, une équipe qui fonctionne bien, mais ça on le connaît bien dans l'agilité aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans une équipe. C'est un peu comme dans Scrum, on essaie d'aller jusqu'à 10 maximum pour limiter le nombre d'interactions en fait. Parce que plus il va y avoir des interactions, moins on va se comprendre. Donc on essaie d'avoir des équipes efficaces, pas trop grandes, et qui ont une charge cognitive pas trop grande non plus. Ça, c'est ce qui est dans le bouquin. Ouais. Mais ça donne une vision organisationnelle, donc, qui, pour moi, c'est un microservice avec une API, hein, mais d'outils Mascodin, d'accord. Mais ça va donner un référentiel qui parle à l'organisation, j'espère, enfin, je pense. Oui, du coup, là, ce qu'on essaye de faire. Oui. Et qui va quasiment directement, qu'on va pouvoir potentiellement directement aligner avec des modules, quoi, avec des parties du code, avec de l'architecture. Ça va devenir beaucoup plus naturel. Il y avait aussi le côté un peu sur la durée, etc. Parce que, la stabilité, parce que très souvent, les équipes de dev sont frustrées de ne pas pouvoir aller plus loin et de pouvoir plus bosser leur sujet parce que vite, il faut juste régler un bug, quoi. Et donc ça, c'est aussi intéressant dans la planification des équipes. Parce que du coup, tu vas dire, bah, ouais, je vais avoir une équipe qui va devenir spécialisée de ça, avec les gens qui bossent dedans. Mais ce qui est super, ce qui était très intéressant, c'est le côté API d'équipe. Alors, il faut expliquer. Quand on en a parlé, tu te souviens, tu m'avais dit, c'est quoi une API? Ah non, quand même pas. Presque. C'est ce que c'est une API, mais presque. Pas techniquement, mais ça peut très vite tourner à ça. Le truc, c'est de dire que l'équipe, elle a un mode de communication et qu'il faut le décrire. Et très souvent, il n'est pas décrit. Il n'est pas explicite, en fait. Donc il y a le côté explicite, mais tu m'avais aussi dit, attention, parce que moi je disais, mais ce que je vois souvent, c'est, OK, on part d'une organisation très waterfall, très traditionnelle, on crée des équipes agiles, plus ou moins produits. Et puis après, la nature de la culture de l'entreprise va créer des silos avec tes équipes. Donc les équipes vont peut-être avoir tendance parfois à s'isoler carrément entre elles. Et là, on a des outils nouveaux dans le bouquin qui nous disent comment collaborer. Puis moi, c'est vrai que j'encourage beaucoup les équipes à aller voir les plannings les unes des autres, enfin vraiment à collaborer entre elles. Mais dans le bouquin, il y a aussi une question intéressante, c'est de ne pas être dans la surcommunication, la surcollaboration non plus. Il y a aussi cet effet, trop de meetings, trop de réunions, trop de rencontres. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Le côté, allez, on a décidé de faire de l'agile, on ouvre un Slack et puis on broadcast tous les messages de toutes les équipes à tout le monde. Tu perds les techs. Il y a un brouhaha phénoménal, tu as de la data, mais tu n'as plus d'informations, quoi. Alors qu'on sait très bien, même quand on design un système, on ne broadcast pas tout à tout le monde. On définit comment on fait j'ai fait des télécoms, hein. On définit des protocoles et des échanges. Donc l'explicité et en plus ça devient encore plus important en télétravail en asynchrone, d'expliciter, d'écrire comment une équipe aimerait discuter, quoi, et collaborer. Ouais, ça fait un peu un manuel d'utilisateur pour son équipe. C'est comment expliquer comment nous, notre équipe, on a besoin de fonctionner et de ne pas surcollaborer non plus pour pouvoir continuer à le délivrer, quoi. Et que du coup, quand je code, j'essaye moi de m'isoler. J'ai besoin de réfléchir longtemps, de ne pas être interrompu, quoi. Et dès qu'on est dans une grosse organisation, c'est open bar sur les interruptions et mettre des réunions à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, quoi. Puis peut-être juste sur le slide d'avant, encore juste un point, ne pas supposer que les choses sont claires pour tout le monde. L'idée aussi, c'est de faire ça, mais pas seulement entre équipes de dev, en fait.
c'est aussi d'avoir des équipes métiers, des équipes de BA, des équipes peu importe ce que vous avez dans l'entreprise, peut-être même RH, marketing, peu importe en fait, mais de les intégrer aussi dans ces collaborations-là et de trouver un mode de collaboration explicite. C'est pas parce qu'on vient de mondes différents, de planètes différentes qu'on peut pas se comprendre. Donc trouver comment collaborer avec eux aussi avec ces outils-là. Et ça pourrait aller, on peut imaginer typiquement sur la streamline, mettre des gens du métier directement dans l'équipe. Aussi, ouais. On pourrait aussi plutôt que de juste expliciter une interface, de dire viens carrément dans. Selon l'impact de la personne sur le travail de l'équipe et inversement. Carrément. Ouais. Ça peut être ça. Le reste des interactions normalement est assez fait pas mal de sens. Un des learnings qu'on a tous les deux, c'est qu'en fait, c'est en passant du temps ensemble qu'on finit par se comprendre. C'est pas en s'isolant. Donc, même si c'est difficile d'aller essayer d'expliquer quelque chose qui vous paraît très tech, vous dites de toute façon il ne va pas comprendre, je ne vais pas y aller. L'idée c'est de ne pas supposer que ce soit clair, ni qu'on va se faire comprendre du premier. Qu'on sait, ou qu'on va, comme dans la blague, venir avec la solution. C'est ça. Ouais. Et moi, qu'on a tout compris. Je t'ai fait l'architecture, aligne les équipes. Ouais. Non, ça ne marche pas. Donc c'est bien pour ça qu'on a discuté et c'est bien pour ça qu'on en discute maintenant. Et donc l'effort en vaut la chandelle. Tu vois, ça fait carrément, on espère. C'est ça en fait, parce que si vous faites rien en tant que tech aussi, si c'est trop compliqué pour vous d'aller expliquer ce que vous voyez en fait comme conséquence de l'organisation sur le terrain de votre côté, c'est le système qui s'occupera de vous. En fin de compte, tout système est designé pour avoir les résultats qu'il produit. Donc on peut garder les produits tels quels, le résultat tel quel, mais dans ce cas, on va peut-être arrêter de se plaindre, puis on va l'assumer. Il y a un moment donné, c'est ça, c'est aussi comment est-ce que vous pouvez prendre en main, aller discuter, aller challenger les choses côté tech aussi. Oui, et puis tous les ingénieurs détestent qu'on vienne avec la solution. En général, et tu viens avec pour un ingénieur, tu viens avec une solution, il te la démonte. On vient avec des questions. Et donc, si on arrive à déjà rien que se dire ça, venez avec des questions. Parce que nous, on a peut-être des solutions. Créer des liens. Et souvent, les non-tech viennent avec des solutions qui ont 10 ans de retard sur la tech et de la vision de ce qui est possible de faire, quoi. Et on le voit souvent. C'est caricatural, on est d'accord, mais on le voit quand même souvent. Yes. Donc pour résumer un peu ce qu'on a dit dans ces derniers slides, après on va être plus concret, c'est promis. Je sais que c'est toujours le point qui faut être concret. Donc le message, c'est que l'utilisateur n'a pas à connaître notre orga. Et puis en fait, en y réfléchissant avec Nicolas, on s'est dit tiens, ça pourrait être une bonne métrique en fait si quelqu'un, une entreprise essaye d'utiliser Team Topologies ou de changer un peu sa manière son système de communication interne, si on veut bien, c'est de se dire est-ce que l'utilisateur subit encore notre orga? Peut-être lui demander en fait simplement est-ce que vous en sortez, est-ce que ça marche pour vous? Et c'est une bonne manière de vérifier qu'on est bien toujours en train de prendre soin de l'orga des deux côtés, tech et non tech. C'est une bonne métrique. Après, ne rien faire, ça a aussi des conséquences. Donc, laisser les personnes qui gèrent l'orga régler les problèmes, on voit que ça ne marche pas forcément toujours. Ah oui, moi je ne veux pas qu'ils viennent foutre le bordel dans mon archi. Voilà. Et puis, rester chacun dans son coin, finalement, ça ne va rien arranger pour personne. Donc, la com s'occupera de vous si vous ne faites rien. Les autres ne sont pas vos ennemis aussi, donc construisez des ponts, allez voir, allez discuter. Si c'est difficile, moi ce que je dis souvent en tant que coach, si c'est difficile, il faut le faire souvent. Plus c'est dur, il faut le faire souvent. C'est comme parler en public, la première fois c'est super stressant, puis la 10e fois ça va un peu mieux. C'est pareil, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas se comprendre qu'il faut laisser tomber d'office. Autant le pratiquer le plus souvent possible. Et ça peut être simple, ça peut être boire un café, aller rencontrer les gens, provoquer peut-être des démos, des rencontres, des choses comme ça, même si ce n'est pas vos utilisateurs finaux, même si ce n'est pas ceux qui vont utiliser vos produits ou vos managers, mais juste essayer de créer un peu de lien dans votre orga, parce que finalement, vous êtes tous dans la même équipe, en fin de compte. C'est là que la métrique peut aider à ouvrir la discussion, de dire je ne viens pas avec je ne veux pas qu'on touche à mon archi. C'est pas ça le message, quoi. Je ne veux pas que ça foute le bordel dans mon archi, ça ne veut pas dire mon archi elle est comme ça et personne n'y touche et on ne fait rien d'autre. Elle est comme ça pour une raison. Je peux aller t'expliciter pourquoi, quel impact ça a sur la personne qui s'en sert et comment toi, métier, on va pouvoir faire en sorte que ça perdure ou s'il y a des changements, que tu me le dises et qu'on s'aligne. Plutôt qu'un alignement non voulu, quoi. Ouais. Des deux côtés, parce qu'au final, personne ne sera content à la fin. Puis on est tous sur la même chaîne de production, en fait, si on y réfléchit bien, qu'on soit RH, marketing, développeur, architecte, peu importe, en fait, BA, product owner, enfin, tous les rôles que vous pouvez imaginer, on essaie tous de faire la même chose. Donc,
une clé pour vous, tech, pour aller discuter de ça avec des gens non tech, c'est d'amener cet objectif commun, en fait. Il faut qu'on ait nos clients qui soient satisfaits. Donc, pour réussir à s'aligner là-dessus, il faut qu'on bosse ensemble. On ne peut pas le faire chacun dans notre coin. Et donc pour ça, aller à la rencontre des gens, ça je l'ai dit, hein, parler des impacts que vous voyez à votre niveau, c'est l'idée, histoire de casser un peu les silos. Et puis, imposez pas votre jargon à l'autre, c'est pas parce que vous comprenez que tout le monde comprend. Je suis bien placée pour le dire. Et puis lui ne comprend pas toujours mon jargon non plus de coach agile. Oui, et n'oubliez pas que vous, ça fait des années que vous faites du DevOps, de l'agile, des rituels, il y a tout un vocabulaire qui va autour. Ouais. Le métier, ils n'y sont pas encore, ils découvrent, ils arrivent. S'il faut qu'ils passent 6 mois à juste avoir la taxonomie et votre jargon pour pouvoir vous parler, ça ne va pas bien se passer, quoi. Il faut, à vous qui maîtrisez le sujet, de le dire en français, en anglais, dans un vocabulaire compréhensible, pour les autres. Comme le de leur demander à eux de ne pas trop jargonner non plus, pour qu'on commence à bosser ensemble. Mais ça se fait, on avance, ça prend du temps, il faut être patient. Mais ça, ouais, comme le papa agriculteur de ce matin. Comme le papa, ouais, qui va comprendre. Mais en fait, on l'a vécu en faisant le talk. Et on arrivait toujours on tombait sur des incompréhensions qu'on arrivait à régler, etc., parce qu'on était dans la bienveillance et qu'on a tous les deux envie d'avancer, de faire en sorte qu'on trouve des solutions, des pistes. Mais gardez ça en tête parce que au final, vous y gagnerez à la fin, quoi. Ouais, et puis c'est un peu difficile au début, mais maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Avec le temps et la pratique, ça s'améliore aussi. Ouais, et puis ça a été très, très enrichissant aussi pour tous les deux, je pense. Tout à fait. Je peux parler pour tous les deux. Et n'hésitez pas aussi, même si on part dans l'idée d'avoir une API de communication, on décrit comment on veut que l'équipe communique avec le reste, etc. Il y a quelques exemples, hein, y compris dans le bouquin, où tu as des équipes de dev qui ont besoin de bien se focaliser. Et il y en a un de l'équipe qui répond aux questions. Ce jour-là, le mardi, c'est Jean, il répond aux questions et aux interruptions. Et il protège le reste de l'équipe, puis il tourne. C'est un exemple. Chacun définit comment il veut qu'on communique avec l'équipe et le communique aux autres, et puis raffine, on est en agile, hein, on itère, on teste, on améliore, etc. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'importance d'expliciter ça dans un document. Un endroit, ça peut être un espace, un wiki, ou peu importe, mais de ne pas se dire, c'est évident, tout le monde va le voir. Non, en fait, parce que tout le monde ne voit pas la même chose que vous. Donc c'est important de l'expliciter aussi pour les autres. Moi, j'encourage les équipes à avoir un espace d'équipe, s'ils ont confiance, par exemple, où on a les contacts, qui on contacte pour quel genre de problème, à quel moment de la semaine, de la journée. On rajoute comment. Voilà, le comment, c'est pour éviter de déranger les devs qui ont besoin de se concentrer aussi sur certains moments, à quel moment on a nos rituels, si on en a, etc. Documenter les choses, quoi. Ouais. Et c'est souvent très peu fait, quoi, en fait. Et pas seulement documenter, enfin, communiquez-le, en fait. Il y a un côté marketing aussi, hein. C'est pas juste, voilà, on a fait notre page wiki, c'est bon, on a fait notre documentation. L'idée, c'est aussi de le présenter aux autres, en fait, dire, voilà, comment nous, on a envie d'interagir avec vous, est-ce que ça vous va, enfin, puis on teste les choses. Leur expliquer que ça peut avoir un impact, qu'interrompre les devs, ça leur fait perdre une journée. Exactement, ouais. Ça, ils vont comprendre. Oui, mais il faut le dire, il faut l'expliquer, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Et on s'est aperçu, en fait, en préparant tout ça, que très souvent, dans les organisations qui ont évolué, souvent en physique globalement, très peu de ces choses-là sont explicites. Il y a beaucoup c'est presque de la culture orale. C'est écrit nulle part que telle équipe, elle fait ci, et telle équipe, elle fonctionne comme ça. Des fois même, le découpage d'équipe est un peu flou. Et le fait de l'expliciter va aider. Et le fait d'avoir, pour certains, avoir eu du télétravail forcé, ça a tout fait exploser, en fait, parce que là, il y avait un vrai gros besoin d'expliciter et c'était pas fait. Et ça, dans certains cas, c'est toujours pas fait. Donc, pensez-y parce que c'est super important. Ça va aider vos onboarding, ça va aider plein de choses, en fait. Merci beaucoup.